Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, bienvenue. Voilà, on va parler d'un sujet qui me touche à cœur et surtout c'est aussi une date clé, un anniversaire. On va fêter les 30 ans du personnage de Hellboy en très bonne compagnie avec Thierry Mornay, responsable éditorial chez Delcourt. Ça va ? Cathy, oui, ça va très bien pour la très bonne compagnie. Effectivement, ouais, on est ravis de pouvoir présenter cet univers d'une richesse assez rare, en fait, qui existe depuis 30 ans. Ouais. 30 ans, ça paraît énorme, mais en même temps très très court. J'ai l'impression que ce personnage, il gravite dans le monde de la pop culture à travers des films, à travers maintenant des jeux vidéo depuis longtemps, et en même temps, c'est très récent sur ce personnage. Toi, comment tu l'as rencontré ? C'est quoi ton premier contact avec Hellboy ? Simplement un contact de lecteur dès le début, en fait, avec les tout premiers récits publiés aux États-Unis. J'avais déjà suivi le travail de Mike Mignola précédemment. Et on sentait une évolution dans son travail graphique aussi bien que dans son approche narrative. Et puis ça a explosé vraiment aux yeux du public lorsqu'il a créé Hellboy. On est au début des années 90 et on voit arriver cette espèce de personnage un peu bizarroïde sur lequel on reviendra, je pense, assez longuement là. Et moi, ça m'a fait un effet bœuf parce qu'on me présentait quelque chose qui était très différent de ce qu'il y avait de proposé à l'époque. Il avait fait un petit galop d'essai, je considère ça comme un galop d'essai précédemment sur un épisode isolé de Batman, sur Legend of the Dark Knight, et où on retrouvait déjà tous les ingrédients de ce qui allait faire le succès de Hellboy derrière, quoi. Et ça a été une vraie révélation, ouais. Parce que graphiquement, il avait trouvé sa voie, qu'il n'a fait que creuser d'ailleurs, tel un sillon depuis maintenant 30 ans. Ça, c'est devenu un artiste, comme on dit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi par beaucoup d'autres dessinateurs ou d'autres narrateurs aux États-Unis, et pour d'évidentes raisons, quoi. Parce que ce qu'il fait est excellent, et le travail qu'il apporte, la vision qu'il apporte sur ce personnage-là et sur l'ensemble des séries qu'il anime est absolument... c'est superbe. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai parlé de Batman, c'est bien toi qui as cité Batman. Ouais, mais ça, c'est un clin d'œil régulier, ouais. Avec toi. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur le contexte de sa naissance, qui a un contexte aussi un peu historique, mêlé à du fantastique. Voilà, c'est pas Hellboy, c'est pas n'importe qui aussi de par sa naissance, en fait. Non, mais tout simplement, je pense que c'est un personnage qui trouve ses racines dans les goûts narratifs de Mike lui-même. Il l'a dit à maintes reprises dans des interviews, dans des préfaces, postfaces qu'il a pu écrire sur les documents. J'en profite pour dire qu'il a eu la gentillesse de nous écrire une préface inédite pour l'édition 30e anniversaire qu'on publie. Ouais. Et justement, son amour pour les monstres d'une manière générale, enfin, ce qui a été nourri par ses lectures et ce qu'il a vu au cinéma d'ailleurs quand il était ado, a donné naissance à ce démon, en fait, hein, puisque au départ, c'est jamais qu'un démon issu de l'enfer, un garçon issu de l'enfer, et qui, dans un contexte purement historique qui est le nôtre, est apparu à la faveur des recherches occultes que faisaient les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, aidé en cela par Rasputin. Donc les Russes ne sont jamais très loin. Toujours. Pour faire des vrais méchants, il n'y a pas beaucoup à chercher, hein, des nazis et des Russes. Voilà, on a ce qu'il faut. Clair. C'est ce qui revient énormément dans les comics, dans l'histoire du comics en général. Oui, parce qu'on a l'impression parfois peut-être que la pop culture est restée figée sur cette époque-là, en fait. Et quand on recherche des vrais bons gros méchants, que ce soit au cinéma, à Hollywood ou à travers la pop culture en général, la bande dessinée ou même tout simplement la littérature, hein. Il suffit de repenser à ce qu'a écrit Stephen King à certains moments, et effectivement les nazis, même vieillissants, font des très très bons vilains, quoi. Et en l'occurrence, ce démon de l'enfer, à travers des incantations occultes, fait irruption sur Terre. Mais les Américains sont là, bien sûr. Ils veillent au grain. Ils nous ont sauvés. Et notre petit garçon de l'enfer est recueilli et va être élevé, en fait, exactement comme un être humain. Et c'est ce qui fait aussi la particularité du personnage, c'est-à-dire cette dichotomie entre son aspect physique, d'une part, un peu repoussant, rebutant, il fait peur, en fait, hein, il est effrayant, et puis la profonde humanité qui émane de lui à travers tout. Ouais, sa gentillesse. J'ai l'impression que ça, c'est dès le début, parce que... Oui, c'est vrai. C'est dommage, ça aurait été presque mon mari parfait s'il aimait les chiens, mais c'est pas grave. C'est dès le début, j'ai l'impression... Batman, ça suffit, là. Oh, ça suffit, hein, voilà. 2 fois, je parle Batman, et c'est pas moi. Je continue, je précise. Mais la dichotomie, j'allais justement t'en parler, parce que, comme je l'ai relu exprès pour cette vidéo, et même pour le plaisir, parce que j'adore Hellboy, tu vois, je n'aime pas que Batman. Et dès les premières pages, quand il apparaît, j'ai noté qu'il parle d'un miracle
Finalement, c'est assez impressionnant de parler d'un miracle pour un démon, où tu sens quand même les personnes autour qui sont effrayées, et en même temps, il reste quelque chose d'assez doux et d'assez gentil au niveau de oui, je pense que la forme sous laquelle il apparaît, qui est celle d'un tout jeune enfant, en fait, c'est quasiment un bébé, en fait, qui apparaît presque malgré lui, fait en sorte qu'il est difficile de le prendre pour le vecteur de l'apocalypse qu'il est censé devenir plus tard. Oui, l'empathie fonctionne tout de suite parce que justement, il apparaît comme un enfant. Ouais. Et puis surtout, il est récupéré par quelqu'un d'extrêmement bienveillant, hein, le professeur Broom, qui devient son père adoptif, en fait, et qui va faire de ce personnage initialement voué effectivement à être le vecteur de l'apocalypse, un être profondément humain, en fait. Et c'est tout l'intérêt du personnage, en fait. C'est ton aspect humain. Mais ça rejoint en cela peut-être des choses moi, qui me sont chères à travers beaucoup de séries que j'anime au sein du catalogue. C'est que ce qui m'intéresse à la fois dans les différentes séries, que ce soit de super-héros ou pas, c'est pas vraiment le côté super des gens, mais c'est le côté héros et homme, en fait. Ouais. Dans Surhomme, le plus important, ça reste homme, en fait. Oui, complètement. Et là, en l'occurrence, on a un personnage qui, en dépit de son aspect pas du tout humain, en fait, ou humanoïde, on va dire, est une crème, quoi, et quelqu'un d'extrêmement gentil, de simple. Oui. Dont c'est un petit peu un Hulk, en fait, tel qu'il avait été initialement. Il est un peu bourru par moment, quand même. Oui, mais têtu aussi. Têtu, oui, c'est un humain, oui. Avec ses défauts, évidemment. Oui, j'évoquais Hulk aussi parce que c'est un des monstres, effectivement, de la pop culture américaine, mais c'est une des influences, effectivement, conscientes ou pas, d'ailleurs, mais plutôt conscientes de Mike également. Mais en l'occurrence, c'est ce que souhaitait Hulk dès le départ, c'est qu'on le laisse tranquille, c'est qu'on lui fiche la paix, en fait. Et quelque part, Hellboy, il est un peu comme ça, c'est un héros malgré lui, hein. Il intervient toujours, c'est jamais lui le déclencheur, en fait, ou le catalyseur des événements un peu déments et hors normes qu'il doit vivre. Il est là pour régler des problèmes qui surgissent, mais c'est pas forcément lui qui en est à l'origine, en fait. Et est-ce que c'est difficile pour toi de le caser dans une catégorie, si on en est encore là, de vouloir dire, tu parles de héros, pour certains aussi, ou certaines ça peut être un anti-héros, tu parles aussi de monstre, est-ce qu'il n'est pas un peu tout à la fois ? Si, mais c'est ce qui en fait l'intérêt, justement, parce qu'on a cette grosse tendance souvent castratrice en France de vouloir absolument mettre les personnages ou les gens ou les talents dans des cases, en fait. Hein. On se rencontre, sans même parler de bande dessinée ou autre, mais il a fallu des décennies pour accepter le fait, par exemple, que des chanteurs soient acteurs ou inversement. Mais c'est peu la même chose aujourd'hui sur les personnages de bande dessinée ou autres. On aime bien labelliser, on aime bien dire voilà, ça c'est du super-héros pur ou ça c'est effectivement de l'horreur pure. Mais quand on a un mélange des genres, je trouve que l'ensemble de ces qualités peuvent s'additionner. Aussi. Et ça amène de la nuance, bien sûr, parce qu'on ne va pas forcément creuser toujours le même sempiternel sillon, quoi. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux revenir peut-être sur les thèmes qui sont abordés au fur et à mesure des histoires et des aventures d'Hellboy ? Alors, les thèmes abordés, alors, comme le précise Mike de son côté, c'est avant tout un personnage qui frappe des monstres, en fait. Ça, c'est la version extrêmement courte. Et qui intervient sur des événements surnaturels qui surviennent partout dans le monde, en fait, alors que ça soit en solo, à travers ses propres aventures, ou au sein du bureau de recherche le paranormal, le BPRD. Il y a aussi de l'enquête, pour moi, il y a tout l'aspect détective aussi qui est hyper effectivement, ils sont toujours à l'affût, effectivement, de ce qui peut survenir et de manière à intervenir et régler des problèmes, d'accord ? Alors il y a des thématiques un peu Lovecraftiennes, mais enfin c'est assez logique lorsqu'on commence à parler de monstres au sein de la pop culture et de la BD en particulier ou de certains films. Eh bien c'est quelque chose qui ressort, mais là aussi c'est une des influences qu'a Mike dès le départ. Il s'est inspiré énormément de beaucoup de légendes, en fait, notamment européennes, en fait. Donc il va un petit peu grappiller à travers ses lectures. On sait très bien par exemple que c'est un grand fan de Dracula, donc les vampires interviennent. On se rappellera aussi qu'il était celui qui avait adapté le Dracula de Coppola au cours des années 90. Voilà, en fait, dès que ça touche effectivement à une forme de monstruosité, qu'elle soit d'ailleurs uniquement physique ou à travers les comportements de certains personnages, c'est quelque chose qui va titiller son intérêt et à laquelle il va appliquer son talent de narrateur, quoi. Son talent de narrateur et de dessinateur aussi.
Et de dessinateur, même si faut pas se masquer les choses et la réalité, c'est-à-dire que d'avoir suivi cette voie et ce travail extrêmement épuré, en noir et blanc d'ailleurs, qui est admiré par autant d'artistes, ça peut être aussi très clivant pour certains. C'est-à-dire qu'il n'a pas un style que l'on peut qualifier de passe-partout ou de séduisant, d'accessible, voilà, ou d'accessible. Ouais. Ça demande effectivement une forme d'effort, mais dès qu'on perçoit un petit peu la manière dont il travaille, c'est du pur bonheur parce qu'il y a un équilibre absolument parfait dans chacune de ces cases, dans chacune de ces pages, et c'est à suivre, c'est du pur bonheur d'ailleurs. Et en même temps, il a aussi un dessin, je trouve, assez épuré. Enfin, on n'est pas dans un style qu'on peut encore considérer aujourd'hui comme BD franco-belge avec du surdétail. Voilà, quand même, les cases sont épurées, restent simples, avec des couleurs accessibles c'est le aussi. propre de son style, de sa narration. Elle est toujours d'une lisibilité extrême, quoi. Complètement. Simplement en choisissant de travailler avec un outil majeur qui est la lumière, en fait. Et quand on voit le travail sur ces planches originales, on comprend parfaitement comment ça fonctionne. Et quand je parlais d'équilibre aussi, c'est ça, de trouver cet équilibre parfait, case à case, page à page, séquence par séquence, entre l'ombre et la lumière, puisqu'il finalement les deux extrêmes où se promène son personnage principal, finalement, qui lui est tout rouge. Voilà, on a le noir et le blanc et le rouge, en fait. Oui, c'est clair. On parle beaucoup là d'Hellboy, mais il n'y a pas que ce personnage-là, il y a quand même énormément d'autres personnages, et aujourd'hui, on parle beaucoup d'univers étendu. On parlait en off de Doctor Who, on parle Whouniverse maintenant, t'as le Batuniverse, enfin bref. Et finalement, t'as aussi ça dans Hellboy au fur et à mesure des 30 ans qui sont passés avec la BPRD. Il y a souvent des tomes un peu one-shot qui permettent de découvrir d'autres personnages. Ça, c'était toi qui collabore avec lui, c'était voulu dès le début ou finalement ça a avancé pas à pas Oui, dès le début, il y avait cette volonté de toute façon d'inscrire le personnage, de ne pas forcément lui faire vivre uniquement des aventures en solo. Il a intégré finalement un groupe qui apparaît de manière un peu en filigrane dès le tout premier récit, dès les germes de la destruction, puisque le professeur Broom, qui va devenir son père adoptif, est présent lors de l'arrivée sur Terre de Hellboy, va le recueillir, mais il s'avère que Broom lui-même, en fait, est à la tête d'un projet qui suit d'ores et déjà effectivement les occurrences occultes qui peuvent survenir de par le monde, en remontant même dans l'histoire, puisque l'un des autres personnages secondaires, je dirais, de l'univers Hellboy, c'est le Witchfinder, c'est Sir Edward Grey, et qui dès le 18e, 19e siècle est présent, en fait. Donc toute cette trame de fond dans l'ensemble des aventures de Hellboy et de son univers vont aussi bien du lointain passé, puisqu'on trouve aussi une momie égyptienne au sein du BPRD à une époque. Enfin bref, on peut remonter très 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 loin. Il y avait déjà la volonté de créer une équipe pour combattre les forces occultes. Je pense que c'est venu au fur et à mesure, effectivement, et ça a été le développement, mais il suffit de regarder Les Germes de la Destruction, qui a été, il faut le rappeler aussi, coécrit par John Byrne, et qui fait apparaître un de ses personnages qui s'appelle la Torche de la Liberté. Et donc Byrne, lui aussi est un auteur qui a été entièrement nourri aux univers partagés, que ce soit ceux de Marvel ou ceux de DC. Et dans les tout premiers récits, effectivement, il fait intervenir un de ses personnages notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et tous ces personnages s'amalgament un petit peu, et puis finalement les graines, les germes, pour reprendre le terme de Les Germes de la Destruction. Tout était écrit. Mais c'est facile. Et, les graines sont là pour étendre cet univers, quoi, et le nourrir au fur et à mesure. Et puis finalement, on sait très bien dans les logiques d'écriture, je ne sais pas si tu écris ou autre, mais les mots sont des êtres vivants, comme disait Hugo, ce qui veut dire que lorsqu'on commence à écrire, eh bien, des personnages prennent de l'ampleur, on leur trouve tout de suite un background, une envie de développer leurs aventures. Il y a un lien qui se crée avec ces personnages-là aussi. Voilà, et finalement l'univers il s'étend lui-même, quoi, en fait. Et petit à petit, Abe Sapien est venu à rejoindre. J'allais parler de lui, de Abe, c'est un de mes préférés. C'est dans les personnages secondaires, comme tu dis, parce que c'est un peu. J'ai un peu du mal maintenant à aimer les récits où un personnage se détache pour être le personnage principal et que le reste de l'équipe reste dans l'ombre, alors que finalement il y a un équilibre qui se fait. Et puis chaque personnage, même majeur, en fait, il n'existe que par le regard des personnages secondaires, en fait, et que ça soit dans des univers plus connus. Je sais pas, prenons l'exemple de Superman, il y a Lois Lane, il y a Jimmy Olsen, il y a Perry White, il y a tous ces personnages-là qui viennent autour. Ou Lex Luthor et son antagoniste aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est toujours les deux faces d'une même pièce, que ce soit Spawn avec les méchants issus de l'enfer ou les humains qui viennent
le méchant ou son ex-femme ou son ex-meilleur pote. En fait, tous ces personnages-là viennent là et enrichir en fait le récit lui-même, quoi. Sur quoi le personnage serait un petit peu monolithique. Du coup, il y en a un que tu préfères parmi les autres personnages ? Comme moi pour Abe, par exemple. Abe, oui, bien sûr. Il y a Abe. Moi, j'aime beaucoup Liz Sherman parce que c'est un personnage qui dit pas grand-chose, qui s'exprime pas forcément, mais c'est en cela qu'elle rejoint Hellboy, qui est un taiseux, en fait. C'est un personnage qui n'hésite pas, d'ailleurs. Et ça aussi, c'était une vraie nouveauté à l'aube des années 90. C'est un personnage qui curse, quoi, qui dit des gros mots assez facilement, en fait. Et ça en fait... Ça le rend particulièrement humain aussi. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas dans un langage ni hyper sophistiqué, ni alambiqué. Ce qui lui arrive un truc et qu'il est en train de se casser la gueule, il se casse la gueule et il dit merde, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... Il est franc. Il y a aussi une franchise aussi. Oui, c'est une espèce de premier degré, en fait, et qui va continuer à le suivre tout le temps, en fait. Voilà. Oh, crap. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur le travail éditorial que tu fais au sein de la maison d'édition Delcourt, j'imagine en lien aussi avec Mike Mignola. Comment vous réfléchissez aux couvertures, voilà, aux parutions et l'histoire un petit peu de Delcourt avec Hellboy? Alors Hellboy préexistait avant même mon arrivée chez Delcourt, puisque c'est Guy qui avait signé les tout premiers épisodes de Hellboy. Je crois que quand je suis arrivé, il y avait 3 ou 4 albums de Hellboy qui existaient et un album du BPRD, je crois. Okay. C'était vraiment embryonnaire, on va dire. Aujourd'hui, on est sur un univers qui comporte pas loin d'une 50aine de titres, compilations incluses. Après, au fur et à mesure des années, c'est vrai que la relation avec Mike, elle s'est enrichie et il y a une confiance qui s'est établie et ça nous a permis de mettre en forme un certain nombre d'ouvrages qui n'existent pas forcément sous cette forme aux États-Unis. Okay. Ça n'a pas forcément commencé seulement par Hellboy, mais je me souviens d'un album qu'on a compilé pour la première fois en France qui était L'homme à la tête de vis et autres histoires déjantées, qui est un titre que je revendique haut et fort. Oui, t'en parles souvent. Ouais, mais j'aime beaucoup parce que c'est un vrai exemple de travail éditorial qui peut être fait sans pour autant qu'on ait besoin de faire du copier-coller par rapport à ce qui est fait aux États-Unis. Et cet album, quand Mike l'a reçu, il a demandé à Dark Horse de le publier aussi, quoi, parce que ça n'avait pas été fait aux États-Unis préalablement. Ensuite, en ce qui concerne Hellboy, et pour répondre plus précisément à ta question, on a un gros avantage quand on travaille en tant qu'éditeur qui adapte du matériel préexistant aux États-Unis, c'est de disposer d'une pléthore de matériel et notamment de couverture, puisque beaucoup d'albums tels qu'ils sont publiés en France sont la compilation de différents fascicules et que chaque fascicule bénéficie de 1 voire de 2 couvertures. Donc on a quelque part l'embarras du choix, ce qui est toujours vachement mieux que l'embarras tout court, comme disait Coluche. Mais en l'occurrence, c'est un travail où il nous laisse énormément de liberté. Finalement, à partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi, où on ne va pas enlever des pages à l'histoire, vouloir redessiner une partie des couvertures ou autre, la confiance étant établie, on fait presque ce que l'on veut, je dirais. Quand il s'est agi de bâtir cet album sur le 30e anniversaire, qui est un autre exemple d'ouvrage qui n'existe pas sous cette forme aux États-Unis. C'est important pour toi, juste sur ce point-là, d'être différent, ou en tout cas de poser aussi une marque, en l'occurrence la française, et de dire, voilà, c'est une production qui est la nôtre, quoi. C'est sympa de le dire, mais c'est pas un objectif en soi. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir compiler quelque chose qui a du sens par rapport à la manière dont on s'occupe en fait d'un personnage d'une série en France. Là, c'était une manière aussi, à l'instar de ce qu'on avait fait sur Spawn il y a 2 ans avec l'album 30e anniversaire. Ouais. D'ailleurs, le Hellboy 30e anniversaire revêt une forme qui est presque similaire, même en nombre de pages. On est à 416 pages, avec très le exactement. dos rond, comme ça, on a un dos rond, on a un signet, on a un tranche-fil. Enfin, il y a plein mal de choses comme ça qui en font un objet un peu collector, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner une porte d'entrée supplémentaire, soit à des nouveaux lecteurs, soit de compiler en fait des récits qui ne l'avaient jamais été ensemble auparavant. Et là, en l'occurrence, c'est l'intégralité des récits courts, pour la plupart, très courts même parfois, parce que c'est l'objet de quelques pages, qui ont été entièrement écrits ou coécrits et dessinés par Mike lui-même, quoi. Donc là, on a vraiment une espèce de bible. Et pourquoi avoir fait ce choix ? C'est simplement en lisant beaucoup de préfaces ou de postfaces qu'il a pu écrire dans les différentes publication aux États-Unis de Hellboy, où il dit lui-même que finalement, quand il s'agit d'inviter un nouveau dessinateur sur la série pour y réaliser un one-shot ou une mini-série, il leur conseille d'aller lire justement toutes ces histoires courtes parce qu'elles renferment la quintessence même de ce que pour lui est le personnage de Hellboy. L'identité même d'Hellboy, de son univers. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est un chouette point d'entrée, c'est un angle assez intéressant pour pouvoir compiler ces récits-là.
Mais de la même manière, il y a quelques années, on a, à l'occasion d'ailleurs de la présentation d'une exposition sur Angoulême, on avait compilé un album qui regroupait l'intégralité des récits dessinés par Richard Corben, qui est là aussi une des idoles de Mike. Ils ont eu le bonheur de travailler ensemble. Et bien sûr, quand on parle de monstres, on pense à Corben aussi. D'univers fantastique, on pense à Corben. Et Mike, bien sûr, depuis des années, rêvait de pouvoir collaborer avec Richard Corben. Et nous, ce qu'on avait fait, c'était proposer à Mike et à Dark Horse de produire un album en fait, qui regroupait l'ensemble de ces récits-là. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas fait du tout aux États-Unis. Ou peut-être que d'ailleurs Corben n'a pas la même notoriété que celle qu'il peut avoir en France. Oui. C'est toujours très étonnant quand on parle d'artistes de ce calibre-là, mais il s'avère qu'ils n'ont pas forcément la renommée qu'ils méritent, oui. Ou l'écoute qu'ils pourraient mériter. Et donc, ça a été accueilli favorablement et on a pu produire cet album qui est un succès aussi d'ailleurs, parce que c'était vraiment une manière de faire ressortir ce travail-là. Aussi, On a d'autres petits projets de cet ordre-là sous le coude, effectivement, qui peuvent concerner des noms tels que Kevin Nolan ou Adam Hughes. Voilà, on verra un peu ce que ça va donner. Voilà. Tu voulais juste faire un tout petit point sur l'édition avec Momy. Oui. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci, exactement, avec une couverture qui est inédite et qui change de la version, on va dire, classique. Ça, comment ça se passe en termes de création en lien avec du coup, le réseau de librairie Momy? En fait, c'est assez simple. C'est quelque chose qu'on a vraiment développé pas mal depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire offrir la possibilité à des enseignes du réseau de distribution en France de proposer des éditions spéciales, voilà, que ce soit des éditions avec simplement une couverture variante, c'est souvent le cas, voire même des éditions augmentées. J'ai souvenir au lancement de King Spawn, Gunslinger et Scorched sur l'extension de l'univers Spawn il y a 2 ans. Oui, oui. Pulps nous avait suivi, avait fait vraiment une édition particulière avec un cahier additionnel sur King Spawn. Moi, je suis toujours ouvert à ce genre de choses, et puis c'est une manière aussi de faire exister un ouvrage. C'est des opérations que tu trouves intéressantes, que tu aimes faire régulièrement. C'est toujours intéressant de faire vivre de manière multiple en fait un projet, et puis là, simplement on leur propose, on leur présente la couverture que nous avons sélectionnée, et puis on leur propose un certain nombre d'autres visuels qui sont à leur disposition, dont on sait que les droits sont disponibles, que ça posera pas de problème. Bref, on va pas mettre par exemple une photo de film Hellboy en couverture d'un album, ça c'est pas. De toute façon, c'est pas les mêmes licences entre guillemets, donc on ne pourrait pas y avoir accès. Pas les mêmes droits. Non, c'est pas les mêmes droits, ça se gère pas de la même manière. Et puis, de toute façon, la version film, comme le précise Mike lui-même, c'est une adaptation, et puis elle a rien à voir avec la version dessinée, que lui continue à piloter, quoi. Et donc là, pour ce qui concerne l'édition réalisée avec Momy, on leur a proposé ça. On a proposé à Dark Horse et à Mike, ils étaient d'accord, on a fait. Voilà, c'est simple. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît trop simple même. C'est souvent assez simple, mais c'est rendu simple par l'expérience et par le travail que l'on mène depuis maintenant plusieurs décennies en fait. Encore une fois, quand la confiance elle est établie, que les portes sont ouvertes et que on arrive avec un projet, qu'on explique pourquoi on veut le faire. Il y a une rapidité ensuite. Une réactivité qui s'opère et qui se met en place et qui permet que les projets se passent sans anicroche, quoi. Justement, là, tu parlais sur cette édition qu'elle reste accessible, qu'elle regroupe plein de petites histoires qui permettent de découvrir un peu plus Hellboy et son univers. Est-ce que tu considères que Hellboy est encore trop de niche, si on peut dire ça? Est-ce que tu aimerais qu'il soit plus populaire, que les personnes portent des t-shirts d'Hellboy comme on porte des t-shirts de Batman? Enfin, je sais que ça. J'ai déjà parlé de ça avec le scénariste et dessinateur de Les Guerres de Lucas. Je ne sais pas si tu l'as vu, justement sur cette fan attitude autour de Star Wars qui peut évoluer, notamment avec les productions cinématographiques. Là, notamment, il y a eu un nouveau jeu que j'ai offert à un ami et que je vais squatter chez lui régulièrement. Voilà, je sais qu'il nous écoute, donc j'arrive. Est-ce que tu aimerais qu'il soit plus accessible, ou en même temps, le fait d'être de niche, moi je le ressens un peu par exemple pour Doctor Who, où j'ai pas tellement envie que Doctor Who se popularise pour que ça reste un peu... mon truc à moi, quoi. Oui, on peut vouloir, et puis tu peux vouloir plein de choses, mais quelque part, non, mais ça t'échappe, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as la main, d'une part. Après, niche, oui, mais ça l'a toujours été. Faut regarder avec réalité et réalisme ce que sont, par exemple, aujourd'hui les ventes d'une nouveauté Hellboy, et c'est pas des choses qui se placent en haut des charts, quoi. Maintenant, c'est suffisamment connu et reconnu pour ses qualités intrinsèques pour que l'on puisse poursuivre, ce qui est plutôt une bonne chose.
et puis avoir envie de continuer à développer en fait les choses. Maintenant, faut jamais perdre de vue une chose, c'est que nous on arrive presque en deuxième semaine, j'ai tendance à dire, je le mets entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas les décideurs d'origine de l'intégralité de ces projets que tu peux évoquer, que ce soit des jeux vidéo, des adaptations ciné ou autres. Moi, en tant que lecteur, fan et éditeur de cette série, je peux toujours rêver effectivement que la série en bande dessinée soit mis sous les feux de la rampe à travers d'autres supports. J'ai toujours rêvé de voir une série télé autour de BPRD en fait, et pas seulement de Hellboy en tant que tel, mais un BPRD avec Hellboy. Maintenant, quel channel va être prêt à investir là-dessus parce que c'est tout de suite énormément de budget, on le sait parfaitement. On voit à quel rythme aujourd'hui des séries pourtant bien écrites, bien réalisées et autres valsent en fait et ne sont pas reconduites pour une seconde ou une troisième saison. Et on sait très bien aussi dans le domaine de la télévision qu'on commence à rentabiliser vraiment une licence en série télé au bout de la troisième saison ou la quatrième saison. Bref, c'est une économie qui est complètement différente de celle de la bande dessinée. Alors, niche ou pas niche, je ne sais pas si on peut dire qu'une série qui existe depuis 30 ans, elle est seulement une niche, parce que c'est finalement une niche qui finit par prendre de la place au fond du jardin, quoi. Mais en l'occurrence, moi, je suis ravi toujours de voir Hellboy évoluer, et surtout de voir que Hellboy n'est pas apparenté à un super-héros, parce que c'est toujours un cheval de bataille, en fait, depuis toujours, pour moi. Comics, ça veut surtout pas dire super-héros, il faut le rappeler en fait, et on a aujourd'hui accès, comme c'était mentionné tout à l'heure, à une série qui est multigenre finalement, puisqu'il est question d'horreur, il est question d'aventure, il est question parfois d'événements historiques, il est question d'une forme d'héroïsme sans qu'il soit super, même si effectivement l'aspect du personnage peut laisser penser au même titre que Spawn en fait, mais c'est des aventures horrifiques, on va dire, c'est un petit peu de cet ordre-là, et puis par les thématiques développées ou les styles narratifs, ça se rapproche un petit peu effectivement de ce qu'on peut trouver à travers la sérialisation de séries de super-héros. Bref, c'est un super cocktail en fait, et c'est ce qu'il faut continuer faut que ça continue à vivre de cette manière-là, parce que ça a une unicité finalement, et c'est original, et puis ça permet, c'est une redécouverte constante en fait, et ça permet d'échapper un petit peu à des personnages un peu trop monolithiques à mon sens, que sont les super-héros traditionnels de Marvel et DC, et là on a une œuvre qui est un petit peu différente, et qui est même sacrément différente par moment, et qui est tout à fait appétissante, quoi. Tu parles j'ai l'impression que tu défends le comics en général. Est-ce qu'il y a à un moment donné une réflexion qui est faite, parce qu'aujourd'hui il y a une évolution sur la vision du comics, la place du comics dans les librairies, avec les formats? Bien sûr. Notamment. Mais pas seulement les formats, le fond et la forme, c'est les deux éléments. Mais voilà, de se dire, ok, on agrandit les comics pour qu'ils rentrent dans une case BD. Et moi, je l'ai vu en étant libraire il y a 2 ans, sur la collection d'Urban Comics, sur Decorum par exemple, où je l'avais rangé dans les rayons comics et on me l'a fait bouger parce qu'en rayon BD, pour que ça se vende plus. Ou du même pour le label 119 avec Okae de Neef, où moi j'avais interviewé Run qui me l'a dit clairement, ça c'est sûr qu'on l'a plus vendu parce que le format est apparenté au BD franco-belge. Moi j'ai l'impression, quand tu dis qu'il y a 2 ans, mais je sais pas, c'est un truc qui a toujours existé en fait. C'est toujours étonnant, on a l'impression que les gens... Moi j'ai l'impression d'avoir vu on a l'impression que les gens aujourd'hui réinventent la roue, mais il faut un peu faire ses devoirs et puis remonter un peu dans l'histoire. Alors c'est pas, on parle pas autant des dinosaures, mais lorsque les comics sont apparus en France il y a 30 ou 40 ans en librairie, j'entends, d'accord, parce que traditionnellement les comics de super-héros en particulier étaient édités et diffusés en presse, en kiosque. En revanche, lorsque sont arrivés des éditeurs tels que Zenda, tels que Delcourt aussi, il y a plus de 30 ans, tous les formats étaient présents en fait. Quand Zenda a publié Watchmen sous le titre Les Gardiens, c'était des albums grand format. Dark Knight Returns également, V pour Vendetta également. Donc tout ça, c'est pas nouveau en fait. Moi, j'ai un peu l'impression parfois que les gens redécouvrent ça. Tant mieux s'ils le redécouvrent, mais c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cycles, et le moment finalement semble peut-être être le bon pour que certains contenus, parce que aujourd'hui on va pas faire croire aux lecteurs, c'est pas un gogo que certaines séries de comics standards avec une narration purement comics, en fait il suffit d'agrandir les pages pour que ça passe pour autre chose, quoi. Si la forme, si les
thématiques qui sont présentes valent le coup, mais oui, effectivement, c'est le moment de les présenter. Les dessins qui bien sûr, collent je plus parle à de la forme, c'est ça, en fait. complètement. À la fois la narration, mais le dessin lui-même, la manière dont les choses sont racontées et le type de thématiques abordées. C'est pour ça que je sais pas, on avait publié d'ailleurs les premiers spawns il y a quelques temps à ce format-là, ceux d'Alexis Briclot, qui étaient des spawns. Il faut remonter déjà 10 ans en arrière, on l'avait fait. Le Fléau de Stephen King, on l'avait publié à ce format-là également, en format album. On a publié Porcelaine de Benjamin Reed et Chris Whitegoose, lequel revient d'ailleurs sur un format album avec Les Affamés du Crépuscule, là au mois de juin, l'année prochaine, le mois prochain, pardon. Et ça, c'est quand on sent qu'on tient quelque chose qui mérite effectivement c'est pas qui mérite en fait, mais dont le format agrandi peut convenir effectivement pour le présenter à un public élargi. Oui, allons-y, bien là, sûr. c'était plus logique pour Mike Mignola de rester sur des formats comme ça. Ça, c'est le format Prestige qui est devenu qui est quasiment devenu le format standard. Quand on a introduit ce format-là, il y a plus d'une dizaine d'années avec Rocketeer, en fait, parce qu'on était quasiment les premiers à sortir ça comme ça. Mais on n'inventait rien. Moi, je regarde le travail qui avait été fait par Ferchid Baroucha ou Jean-Pierre Dionnet aux Humanoïdes Associés, respectivement pour Spécial USA et les Humanos. Ils présentaient des comics à des formats d'albums et ça remonte à 30 voire 40 ans. Donc là aussi, c'est pas nouveau, quoi. On peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut surtout avoir, je pense, les bons contenus et la bonne forme narrative pour le présenter en album. Ouais. Et du coup, tu parlais de cycle à un moment donné, et là, tu estimes qu'on est dans quel cycle au niveau du comics aujourd'hui Encore une fois, les comics, c'est tellement large comme définition, ça touche à tous les genres finalement. Et bon, le catalogue que j'anime, il est nourri de cela. D'accord, il y a un petit peu de super-héros, c'est vrai. Bon, on a la chance d'avoir Invincible, qui est la meilleure série du monde de super-héros. C'est tout à fait subjectif du tout ce que tu racontes. Je ne vais pas dire le contraire, mais en plus c'est vrai. Parce que c'est l'auteur qui l'a dit et que le public semble réagir aussi. Est-ce que la série d'animation sur Amazon a aidé à la vente? Est-ce qu'il y a une vraie répercussion? Ça m'intéresse vraiment, les liens. Alors, ces liens existent parfois et parfois pas du tout. Oui, c'est vrai, parce que des fois, ça marche pas. Non, du tout. Ouais. Là, en l'occurrence, on avait eu beau lancer un an et demi avant la sortie de la série animée les éditions Prestige, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont à peu près de ce format-là, d'ailleurs. d'Invincible. Très pratique dans le sac, ça. Parfait. Ouais, puis pour assommer quelqu'un aussi. Ouais. Mais en l'occurrence, Invincible, ça connaissait déjà un vrai beau succès, et c'est un succès qui s'est amplifié à partir du moment où la série animée est arrivée sur Amazon. Maintenant, elle arrive quand même au compte-gouttes, faut pas le perdre de vue, donc ça lui donne une existence et une visibilité, ce qui peut-être amène des gens à vouloir la découvrir enfin. Mais ça n'a pas empêché que c'est une série qui existe en français depuis 20 ans. Oui. Je me souviens avoir publié les tout premiers épisodes chez Semic avant même de rejoindre Delcourt. Puis d'avoir lancé une série qu'on a un peu maintenue à la force des bras pendant 15 ans, quoi. On est allé jusqu'au bout quand même. Il y a eu 25 tomes de cette série dans un format quasiment classique, standard de comics tel qu'on le connaissait, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis on avait décidé de changer de format et de présenter des intégrales. Voilà. Et la 12e paraît la semaine prochaine. Voilà. Oh, que du teasing. Là, ça tombe très bien. Dans cette vidéo. Ouais, absolument. Et justement, là, tu montrais ce titre-là, qui est avec une couverture, je pense que c'est un cocorico, c'est bien Olivier Coipel, si je ne dis pas de bêtises. Non, Olivier Vatine. Olivier Vatine, j'y étais presque. C'est un autre Olivier, ouais. C'était un autre Olivier, ouais. Est-ce que ça arrive fréquemment, le fait d'avoir un autre artiste qui va proposer une couverture alternative? C'est la couverture de l'épisode qu'il a co-écrit avec Mike et dessiné pour Dark Horse aux États-Unis et qu'on adapte en français. D'accord. Okay. Maintenant, c'est pour revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure. On a pu des Angoulême l'année dernière présenter une édition spéciale du travail qu'a fait Olivier sur le projet Hellboy, en fait, en partenariat avec des éditions Black and White qui font des éditions de luxe, oui. Et qui ont fait un travail extraordinaire en fait sur cet épisode d'Olivier. Et puis là, voilà, on arrive avec aujourd'hui une édition qu'on va qualifier de standard, mais il existe aussi une édition spéciale qu'on a réalisée en collaboration avec Pulps. Voilà, donc comme quoi il y a Mommy, il y a Pulps, mais il y a d'autres partenaires avec lesquels on collabore.
Je m'en voudrais de ne pas citer tous ceux qui nous accompagnent, hein, Central Comics. Je vais en oublier, donc je vais faire des malheureux, malheureusement, mais il y a Comic Zone à Lyon, on a le Comptoir du Rêve à Toulouse, on a Astro City à Lille, et on a le Snorgle à Marseille. Bref, voilà, on a tout un réseau, effectivement, de libraires qui nous suivent aujourd'hui sur des opérations de cet ordre-là, et ça, c'est du pur bonheur. Et c'est le plus important aussi, c'est grâce aux libraires que... Ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Je continue à dire, on fait absolument pas de vente directe, hormis sur 2 salons, d'accord, sur lesquels on a nos propres stands, hein, qui sont très clairement Angoulême et Saint-Malo. Le reste du temps, tout ce qui est fait, c'est pour faire vivre ceux qui justement nous aident à vivre, en fait, et qui font un boulot extraordinaire sur le terrain, qui sont les libraires. Oui. Merci à eux. Et on va peut-être terminer cette vidéo et déjà on va te libérer. Oh, bah, si tu dis déjà, c'est que tout se passe bien, donc tant mieux. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la suite? Tu disais que c'était justement pas fini et que les 30 ans vont continuer encore longtemps. Est-ce qu'il y a des choses qui vont venir peut-être être un peu différentes pour le personnage? Est-ce qu'un jour t'aimerais, pourquoi pas, alors avec Mike Mignola, le voir en collaboration avec d'autres personnes, avec d'autres personnages, un Hellboy Spawn, ça serait genre incroyable. Oui, alors ça a été fait le temps d'une couverture, ça a été fait le temps d'un épisode aussi. Il y a eu aussi un Savage Dragon Hellboy, il y a eu des choses comme ça. En fait, il y a eu au fil de ces 30 dernières années pas mal de crossovers, mais principalement au début de la vie du personnage. Je pense pas que ce soit quelque chose que Mike favorise dorénavant. Il préfère, à partir du moment où il a un univers qui est aussi riche que celui qu'il a pu mettre en place au bout de 30 ans, t'as peut-être pas besoin d'aller chercher les personnages des autres, en l'occurrence, et puis ils sont... même si sur le papier, ça peut sembler tentant de faire se rejoindre Hellboy d'un côté et Spawn de l'autre, parce que ce sont tous deux des rejetons de l'enfer. Au-delà du pitch comme ça, qui est un peu triste et un peu vide, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on a un bon récit à raconter? Et puis, je pense que Mike n'a pas besoin de ces personnages-là pour le faire. Donc, non, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir, par exemple, la multiplicité et la qualité des auteurs qui arrivent sur, notamment la série Hellboy et BPRD, là où Olivier est intervenu, Olivier Vatine. Par exemple, il y a un épisode de Gabriel Valta, par exemple, à l'intérieur de cet album qui est sublime. Il y a Sean Marty Broth, il a cette capacité, Mike, à s'adjoindre les services, entre guillemets, parce que c'est un service croisé, hein, de dessinateurs de tout premier ordre, quoi. Et ça donne des résultats assez extraordinaires, en fait. C'est important que tu mentionnes la BPRD, parce que pour ceux qui ont peut-être un peu peur de commencer Hellboy, en effet, tu as parlé qu'il y a cette intégrale, mais moi, j'ai commencé par la BPRD. J'avais pas pu... J'attendais qu'il y ait une intégrale, parce que je pouvais pas me permettre de prendre tous les tomes en termes de place. Ce qu'on a fait sous forme de 4 intégrales, effectivement. Et en fait, j'avais commencé avec la grosse intégrale de BPRD, j'avais adoré, et comme du coup on a le personnage, on est un peu frustré parce qu'il est pas forcément tout le temps là. Non, effectivement. Donc ça tease un petit peu, et t'es obligé de revenir à la série. Et c'est ce qui fait toute la richesse, c'est-à-dire que moi j'ai souvent des questions, même sur les forums, sur les Q&A des pages Delcourt et autres, mais voilà, j'ai envie de commencer, mais par où je commence? Alors dorénavant, on a vraiment un point d'entrée parfait qui est cet album 30e anniversaire, en fait c'est des entrées multiples, des possibilités de pénétrer au sein de cet univers de manière multiple. Comme on le précisait tout à l'heure, on va du lointain passé avec Witchfinder, ou même en deçà, et puis dans le lointain futur, hein, quand on voit la manière dont l'univers justement bâti par Mike s'est effondré à la fin, spoiler. Et puis on a le personnage du monstre de Frankenstein qui surgit et qui va vivre dans un univers post-apo. C'est absolument magique, et on a énormément de points d'entrée dès qu'on accroche sur un personnage, et puis encore une fois, les talents de dessinateur qu'il est capable de s'adjoindre. Je pense à Ben Steinbeck notamment, qui est un dessinateur néo-zélandais extraordinaire, qui a débuté avec Mike sur Lord Baltimore et sur des épisodes. D'ailleurs, c'est un petit shameless plug, mais on sort Poussière d'os au mois de septembre de Ben Steinbeck, qui est son premier récit complet, scénario et dessin,
mise en couleur par Dave Stewart, qui est un petit peu le coloriste habituel de Mike d'ailleurs. Donc on voit son nom partout, hein, mais qui est gage de qualité. Oui, absolument. Ouais. C'est, ce qu'il fait est magnifique et puis se marie extrêmement bien avec des styles de dessin assez épurés, qui sont ceux de Mike et ceux de Ben Steinbeck. Et bref, voilà, pour ne citer que cela, mais c'est vrai qu'on a affaire à des styles graphiques et des styles de narratifs qui sont superbes, magnifiques. Faut pas s'arrêter à une vision très linéaire de l'univers de Hellboy. Hein. Certes, il est préférable de commencer par l'arrivée sur Terre de Hellboy avec les germes de la destruction. On le trouve dans le tome 1 de la série Hellboy, on le trouve dans cet album 30e anniversaire. Mais à côté de ça, à partir du moment où la tonalité de ces récits de départ plaisent, finalement, on peut parfaitement pénétrer par n'importe quelle porte et au sein de cet univers qui est une richesse assez incomparable. Complètement. Je ne sais pas trop ce qu'il vous faut pour lire du Hellboy maintenant. Je pense qu'on a extrêmement bien vendu la chose. Merci beaucoup Thierry. Parce que avec plaisir. C'est toujours passionnant de discuter avec toi. J'espère que tu reviendras. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en librairie, soutenir les librairies et à découvrir Hellboy avec ces très belles intégrales. Donc celle-ci avec la couverture d'édition Momie et la plus classique. Et puis même globalement BPRD, moi j'ai commencé comme ça. C'est accessible, c'est beau, c'est fun, c'est trop bien. Voilà, je ne peux pas en parler mieux, je pense. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, je sens que ça va tomber, ça va m'énerver. Le speech de youtubeuse que je ne suis pas, c'est-à-dire likez, abonnez-vous, commentez, peu importe. Et en tout cas, voilà, suivez-nous. Merci au collectif, comme d'habitude, pour leur travail. Et puis, rejoignez aussi le Twitch du collectif Le Réseau, car on va reprendre les lives pour notamment parler de séries d'animation et des films autour des super-héros et super-héroïnes. Je vous dis à bientôt. Merci Salut. beaucoup. Au revoir.